Ce que nous faisons au quotidien, chaque minute, fait grandir et évoluer notre cerveau. Quel cadeau! Mais aussi, quelle responsabilité! C'est la plus belle structure sur cette terre. Un cerveau humain qui tient dans une main. Rien n'est comparable. Ces cellules créent des idées. Vous êtes-vous déjà demandé comment une cellule pouvait créer une idée? Il représente qui vous êtes. Si vous retirez le cerveau, vous perdez la personne. J'ai passé plus de 60 ans à étudier le cerveau. Ça a été un pur bonheur. Comment ne pas aimer le cerveau? Les conférences de Marian Diamond sur YouTube ont été vues plus de 1,7 million de fois. Elle est le deuxième professeur d'université le plus populaire dans le monde. Avant les travaux de recherche de Marian Diamond, la connaissance scientifique reconnue du cerveau était totalement erronée sur un élément essentiel. Joining us now, Dr. Marian Diamond. She has spent 30 years studying the brain. Marian Diamond. Marian Diamond is the author of the first study ever published about the brain of Albert Einstein. It is my pleasure to introduce Professor Marian Diamond. Bienvenue dans notre merveilleuse université de Berkeley. Combien parmi vous ont étudié les cerveaux? Combien ont étudié les cerveaux humains? Combien parmi vous ont vu un cerveau humain? Pour ceux qui n'en ont jamais vu, eh bien, on ne sait jamais ce que transporte une dame dans une boîte à chapeau. Et voilà. Saviez-vous que c'est à cela que vous ressemblez à l'intérieur? Les parties principales que vous voyez sont le cérébrum qui gère le traitement cognitif. Lorsque vous pensez à ce que vous allez faire ce soir, cela vient du lobe frontal. Puis, il y a le cervelet, le cérébellum. Combien parmi vous en ont entendu parler? Les informations envahissent mon cerveau. Je veux partager ces merveilleuses choses que ce cerveau peut accomplir, cette masse d'1,3 kg que vous voyez là. Tout le monde veut un meilleur cerveau. Il ne fait aucun doute que si vous avez l'opportunité d'améliorer votre cerveau, vous voulez la saisir. Pour améliorer notre cerveau, nous avons identifié 5 points essentiels. Il en existe des millions, mais nous en avons défini 5 suite à nos travaux de recherche. Le premier, c'est l'alimentation. Le deuxième, l'exercice physique. Le troisième, le défi. Le quatrième, la nouveauté. Et le cinquième, l'amour. Lorsque quelqu'un présente une toute nouvelle idée qui ébranle l'ancienne,
Cela nous bouscule. Ça bouscule une partie de notre monde intérieur et on a par nature le réflexe de résister. Le progrès scientifique ne se fait pas de façon linéaire. Il y a des avancées, des arrêts, des soubresauts, des obstacles et des changements brutaux. Le travail de Marion en est un parfait exemple. Bien des gens auraient dit « Pourquoi fais-tu cette expérience idiote? Tu gaspilles de nombreux rats et beaucoup de nourriture de rats. » Aujourd'hui, on constate que ce travail a réellement engendré une génération de chercheurs et aidé à créer tout un champ de recherche. Marion Diamond est une des fondatrices de la neuroscience moderne. Tout au long de sa carrière, les concepts que nous tenons aujourd'hui pour acquis, tels que la plasticité du cerveau et l'enrichissement, étaient des champs de bataille scientifiques controversés. Avec son équipe, elle a remis en question les théories acceptées sur le potentiel du cerveau. Dans les années 60, les scientifiques s'accordaient à dire que la génétique détermine votre cerveau, que la nature de votre cerveau est quelque chose dont vous héritez. Et le déterminisme génétique voit le cerveau comme quelque chose de statique, figé. Le potentiel du cerveau est donc déterminé à la naissance et non modifiable. Tous les experts dans ce domaine, jusqu'à cette époque, avaient appris et nous enseignaient que le cerveau suivait un chemin de développement génétiquement programmé et que lorsqu'il avait atteint le sommet pour lequel il était programmé, l'étape suivante était alors le déclin graduel dû au vieillissement. Le travail de Marion allait à l'encontre de tout cela. C'était à l'opposé de ce que nous avions tous appris à accepter. À 31 ans, la Dr Diamond est chercheuse à temps partiel, chargée de cours à temps partiel et mère de 3 enfants, avec un 4e en route. Elle s'est jointe à une équipe de 3 chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley qui cherchent la preuve que le cerveau est affecté par son milieu et pas uniquement prédéterminé par la génétique. Ils travailleront ensemble durant 15 ans. Crash et Rosenzweig étaient psychologues et Bennett était chimiste. J'ai complété l'équipe en tant qu'anatomiste. Dans l'idéal, j'aimerais travailler sur les cerveaux humains. Je dois maintenant trouver quelqu'un qui accepte de me donner son cerveau pour mes recherches. Ce public est-il différent des autres? Nous allons donc travailler avec un animal plus petit, le rat. Les études étaient simples, mais élégantes, comme bon nombre des plus grandes expériences. Elle élevait simplement des animaux en milieu enrichi et non enrichi. Enrichi signifiait que dans certaines cages, ils avaient plus de jouets, des balles et des roues. Elle a élevé des rats dans ce qu'elle appelait des milieux enrichis. C'était le parc Disney des rats, avec beaucoup de jouets, beaucoup d'espace pour courir. Et elle s'est posé la question suivante. Quel est l'impact sur l'anatomie du cerveau? Nous avons ce qu'on appelle un milieu enrichi. Ça peut ne pas vous sembler enrichi, mais pour des rats, ça l'est. Il y a 12 rats qui cohabitent dans une grande cage, où ils ont toutes sortes de nouveaux objets stimulants avec lesquels jouer. Ils ont tous un frère, dans la colonie standard. D'autre part, il y a l'environnement appauvri, où il n'y a aucun jouet et pas d'autres rats. L'expérience est simple. 3 milieux, 3 différents types de cerveaux, et après 80 jours, ils comparent. Si la génétique détermine les cerveaux, alors ils auront tous la même taille. Mais si l'on constate une différence anatomique mesurable, cela démontrerait alors clairement l'importance du milieu. Ça a pris du temps. Notre plus importante découverte
a démontré que dans un milieu enrichi, les dimensions du cerveau augmentaient et que dans un milieu appauvri, elles diminuaient avec une différence de 6%. C'était excitant. J'ai traversé le campus en courant pour en faire part au docteur Kresch. Jamais en temps normal je ne traverse le campus en courant, mais c'était quelque chose qui n'avait encore jamais été vu sur cette terre. Il m'a regardé et m'a dit « Cela va changer la science ». Oui, le cerveau change selon l'expérience. Personne n'avait fait de telles mesures ni trouvé ces résultats. Nous étions tous excités. Cette découverte scientifique est remarquable. Non pas parce que Marian est la seule scientifique à proposer cette nouvelle idée, mais parce qu'elle est la toute première, avec des preuves, des données et des mesures réelles sur un vrai cerveau, à confirmer que le cerveau n'est pas complètement défini à la naissance. Il change, il réagit, il se réorganise. C'est ce que l'on nomme en termes scientifiques la plasticité. Et au fil des années qui suivront, la plasticité du cerveau deviendra un des concepts clés de la neuroscience moderne. Le concept de plasticité du cerveau appuie l'idée que le milieu, le monde extérieur, peut en fait changer l'anatomie du cerveau, sa physiologie et sa fonction. Cela signifie que le cerveau n'est pas une structure fixe, immuable. Par exemple, une étude a démontré que chez les chauffeurs de taxi, la taille de la zone de la mémoire spatiale du cerveau grossissait. Citons d'autres exemples. Les régions du cortex utilisées pour jouer de la musique sont plus grandes chez les musiciens que chez les non-musiciens. La plasticité à court terme. Si vous portez un bandeau sur les yeux pendant 2 jours, votre cortex visuel se réorganise pour fonctionner avec l'ouïe et le toucher. Chez les patients victimes d'AVC, la plasticité permet aux cellules saines du cerveau de reprendre les fonctions des zones du cerveau endommagées et de récupérer les facultés perdues telles que la parole, le mouvement et la perception. La plasticité signifie en fait le développement des processus des cellules nerveuses et l'augmentation du nombre de connexions pour fournir un substrat aux informations qui entrent. Votre cerveau se transforme, change, d'un point de vue structurel et aussi d'un point de vue fonctionnel, tout comme sa capacité de transmission de données. Le cerveau humain possède un potentiel énorme et remarquable. C'est ce qui en fait sa beauté. La plasticité nous révèle que nous sommes les maîtres de notre esprit. Chacun de nous, en tant qu'individu, a le potentiel de changer son cerveau pour devenir la personne que nous voulons être. Ce que nous faisons au quotidien, chaque minute, fait grandir et évoluer notre cerveau. Quel cadeau! Mais aussi, quelle responsabilité! Nous créons littéralement notre chef-d'œuvre personnel. Notre cerveau mature. Lorsque cet article a été publié en 1964, j'ai donné une conférence devant l'Association américaine des anatomistes. C'était ma toute première. Peu de femmes y étaient présentes. Une fois mon allocution terminée, un homme assis au dernier rang, c'était un grand auditorium, s'est levé et a crié « Jeune dame, le cerveau ne peut pas changer ». Les gens ne pensaient pas que le cerveau était capable de plasticité. Le cerveau peut changer en fonction du milieu dans lequel vous évoluez? Ce n'est pas sérieux. Mon collègue, un Argentin très brillant, est devenu tout rouge. Il a dit « Ce n'est pas possible ». Ça aurait été une situation difficile pour n'importe qui, et ça l'était encore plus parce qu'elle était l'unique femme. Heureusement, on m'avait appris à répéter les expériences. Je n'ai pas eu peur de lui répondre « Désolé monsieur, mais nous avons mené une première expérience que nous avons répétée et elles ont montré que c'était possible. »
En fait, elle avait raison. Et le monde scientifique à ce stade avait tort. Elle n'est pas la seule à l'avoir reproduite. De nombreuses personnes l'ont fait et la nouvelle génération le fait aussi. Marion Diamond a donné le coup d'envoi et contribué à initier ce champ scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il aura fallu 2 générations pour que le paradigme d'enrichissement soit totalement accepté et devienne un tout nouveau champ de recherche. Selon moi, et c'est le plus important, ce concept s'est intégré sans un bruit dans la structure de la vie. Et il fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture. Le milieu enrichi. Que ce soit dans les recherches de la Dr Diamond, dans les médias de masse, dans les garderies à travers le pays, ou bien en Chine, où ces théories ont été diffusées dans des brochures distribuées par millions, tout est parti de là. Maintenant que nous avons commencé à reconnaître la plasticité de notre cortex cérébral, nous devons apprendre à utiliser cette connaissance en enrichissant le milieu de tous, quel que soit l'âge. Alors comment? Comment créer un milieu enrichi pour soi et pour son cerveau? La Dr Diamond a résumé en une phrase simple son conseil pour avoir un meilleur cerveau. Cette petite phrase est valable aussi bien pour le cerveau que pour les muscles. Faites-le travailler ou vous le perdrez. Faites-le travailler ou vous le perdrez. Dr. Diamond, use it or lose it. C'est ce que nous croyons. En l'utilisant, les branches se développent. Et si vous ne vous en servez pas, si vous restez assis à ne rien faire, vous le perdrez. L'idée, c'est que si vous voulez avoir un cerveau en bonne santé, vous devez vous dépasser sur le plan intellectuel. Il faut voyager, faire du sport, faire des activités qui impliquent votre cerveau pour le faire fonctionner. Sinon, vous perdrez ses fonctions. Le cerveau, comme Marion l'a démontré, est souple et dynamique. Ce qui signifie que si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez développer une partie de votre cerveau que vous n'aviez encore jamais utilisée et la mettre au défi. Depuis ces recherches révolutionnaires, on peut littéralement dire que des milliers de méthodes d'enrichissement ont été étudiées et identifiées par d'autres scientifiques. Lire à voix haute aux enfants, courir, la méditation, le bilinguisme, jouer d'un instrument, entretenir des relations sociales. Mais il y a aussi des facteurs négatifs qui nuisent au cerveau. La pauvreté infantile, la peur, le traumatisme, l'isolement, le manque de sommeil, un statut socio-économique peu élevé et la carence en protéines. Et bien sûr, si vous voulez un milieu enrichi idéal, qu'y a-t-il de mieux qu'une salle de classe? Je m'appelle Marion Diamond. J'enseigne ici depuis des décennies parce que j'adore éveiller l'intérêt des élèves pour l'anatomie. En 2005, l'Université Berkeley a mis en ligne le cours d'introduction à l'anatomie de la Dr Diamond sur YouTube. 5 ans plus tard, grâce à Internet, son cours est le 2e cours universitaire le plus populaire au monde. Très bien. Il a été vu 1,7 million de fois sur YouTube. Combien parmi vous connaissent l'unité structurelle et fonctionnelle du poumon, sans laquelle on ne peut respirer? Un seul. L'anatomie est une matière difficile. Deuxième question. Combien parmi vous connaissent l'unité structurelle et fonctionnelle d'un os compact, sans laquelle vos os s'affaisseraient, sans laquelle vous ne seriez qu'une flaque de protoplasme? Combien connaissent l'unité structurelle et fonctionnelle d'un os compact? Un cours s'impose. Il y a tellement de vocabulaire, d'éléments différents. Commençons par le système squelettique. Nous allons maintenant y ajouter les muscles, votre système vasculaire sanguin, le système lymphatique, le système respiratoire, la cardiologie, le système nerveux, les nerfs rachidiens, le système digestif, otorhinolaryngologie, les cellules granulaires cérébrales, l'os spongieux, la muqueuse, le muscle orbiculaire. Avec un mauvais professeur, ça pourrait être aussi ennuyant que de lire les lois fiscales de l'année dernière. Une matière donc intimidante? Alors pourquoi son cours est-il si populaire?
Votre muscle cardiaque bat environ 72 fois par minute. Nous allons faire une expérience pour que vous compreniez. Nous allons fermer notre poing 72 fois et nous verrons comment se sent notre main après une minute. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites de la fibrillation. 42, 43, 42, 43, 44, 45. Vous ne le faites pas là-bas. 57, 58, 59. C'est un cours de travaux pratiques en sciences. 57, 58, 59, 70, 71, 72. Vous imaginez? Votre cœur fait cela pendant 100 ans, sans jamais arrêter. Je me souviens du premier jour où j'ai assisté à son cours. Elle était une rockstar des sciences. Elle personnalisait la science et l'apprentissage. Elle nous poussait à nous demander pourquoi on étudiait et pourquoi l'anatomie. Acétabulum. Dites-le. Je veux que vous le prononciez parce que lorsque vous sortirez de ce cours, vous allez devoir utiliser ces termes. Vous direz, je les ai vus dans les livres, mais je ne les ai jamais utilisés. Alors je veux vous pousser à parler. À la fin du trimestre, vous parlerez. Pour le moment, vous êtes assis la bouche ouverte en me regardant, mais... Et j'écris au tableau parce que cela vous permet de réfléchir. Ce n'est pas une méthode dépassée. Après des années d'enseignement, je sais que c'est la meilleure façon d'apprendre. Vous apprenez par le sens kinesthésique lorsque vous écrivez, par le biais de votre écriture. Si j'affiche rapidement une diapositive, vous n'aurez pas le temps de l'enregistrer dans votre cortex associatif. Mais si vous l'écrivez, vous allez le retenir. Si vous deviez choisir un cerveau à étudier dans le monde entier, le cerveau de qui choisiriez-vous? Personne ne doute du génie d'Albert Einstein. Mais qu'est-ce qui a permis à son cerveau d'avoir une réflexion aussi profonde? J'avais lu dans un magazine scientifique que le cerveau d'Einstein était dans une boîte. J'ai demandé si je pouvais en avoir 4 échantillons parce que nous étudions les cerveaux d'hommes normaux et je voulais comparer les régions des cerveaux avec le sien. Ils ont dit d'accord. 3 ans plus tard, j'avais mes 4 échantillons de cerveau et nous les avons étudiés. En 1984, 29 ans après sa mort, Marion Diamond et ses associés sont les tout premiers à publier une étude sur le cerveau d'Albert Einstein. Avec le recul, l'étude de ce cerveau semble aller de soi, mais personne ne l'avait fait. Regardez, c'est quelque chose d'unique au monde. J'ai le cerveau d'Einstein sur mon écran de veille. Comment se sent-on lorsqu'on regarde le cerveau d'Einstein pour la première fois? C'était une expérience émotionnelle incroyable. On ressentait à la fois de l'excitation, de l'euphorie, mais aussi de l'appréhension par rapport à ce que nous faisions. Nous plongions dans l'inconnu d'un des cerveaux les plus brillants qui ait jamais existé. Nous avons découvert qu'il y avait plus de cellules gliales par neurone que l'homme moyen. Ce sont les cellules nerveuses et ce sont les noyaux de ces cellules gliales. Son hypothèse et ses mesures du nombre élevé de cellules gliales dans le cerveau d'Einstein alimentent une controverse quant au rôle des cellules gliales. Les cerveaux sont constitués de cellules nerveuses et de cellules gliales. Durant toutes ces années, nous pensions que ces cellules gliales n'étaient que des cellules supports, des cellules nourricières pour les cellules nerveuses. Au cours de sa recherche, la Dr Diamond remarque que lorsque les rats évoluent dans un milieu enrichi, leur cerveau grossit. Mais elle constate aussi une augmentation du nombre de cellules gliales. Je suis partie de l'hypothèse qu'Einstein avait plus de cellules gliales par neurone que l'homme moyen, et nous avons en effet découvert qu'il en avait beaucoup plus. Cela a suscité une importante réaction dans le monde entier, avant tout parce que c'était une femme qui avait fait cette découverte. La presse populaire est emballée.
Mais bien des scientifiques sont très critiques envers la Dr Diamond. Ça n'arrêtait pas. Avant que cela ne se transforme en ce que Diamond qualifiait parfois d'expérience monumentale, tout avait commencé par de la simple curiosité. Les découvertes étaient provocantes, le cerveau d'Einstein. Certains critiquent la qualité des 11 cerveaux d'hommes plus jeunes utilisés pour l'étude comparative. D'autres protestent, car Einstein n'avait, semble-t-il, jamais consenti à ce que son cerveau soit conservé aux fins d'études. Mais la critique porte principalement sur l'interprétation de la fonction de la cellule gliale, basée sur le seul cerveau d'Einstein. Ce n'est pas facile de prendre des risques avec quelque chose aussi important, mais la science nous montre le chemin à suivre. La découverte faite grâce à l'étude du cerveau d'Einstein a annoncé la renaissance actuelle des études des cellules gliales et de leur importance. Par exemple, aujourd'hui, il existe des revues consacrées entièrement aux cellules gliales, des institutions qui étudient les cellules gliales et des organismes qui subventionnent leur étude. Il y a 20 ans, c'était impensable. 25 ans après l'étude sur Einstein, voici des images d'un réseau de cellules gliales qui communiquent entre elles par le biais de vagues calciques. C'est la preuve que les cellules gliales sont des participantes actives dans la fonction cérébrale. Une autre découverte qui bouleverse un paradigme scientifique. Avec Marion, le cerveau n'était pas seulement une petite boule faite de neurones, de myéline et de gliales. Le cerveau était une chose magnifique, capable de tellement de choses, y compris, comme elle le disait toujours, d'aimer. Vous a-t-on déjà dit que l'amour était bon pour le cerveau? Seule Marion Diamond intégrerait l'amour dans les sciences. Les scientifiques n'étudient pas l'amour parce que ça ne fait pas très sérieux, mais il y a là matière à étudier. Marion commence ses recherches sur l'amour, afin de trouver une solution méthodologique à un réel défi scientifique. Nora vivait environ 600 jours, ce qui équivaut à 60 ans chez les humains. Nous les avons placés en milieu enrichi et appauvri, et nous avons noté les changements. L'Académie allemande des sciences m'a convié pour que je leur fasse part des résultats, et un petit professeur allemand a dit « Vos rats californiens ne sont pas très vieux ». Je lui ai répondu, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour que nos rats vivent plus longtemps et nous allons démontrer que l'enrichissement du milieu les affecte. Selon moi, ce qui manquait, c'était la chaleur humaine. Alors, on a décidé de dorloter nos rats. Mon technicien et moi les prenions dans nos bras pendant qu'on nettoyait leur cage. On les collait sur notre poitrine et on les caressait, on leur parlait. Nous avons osé utiliser le terme « aimer » dans des publications scientifiques, parce que lorsque nos rats recevaient de l'amour, ils vivaient plus longtemps. Ils ont vécu 900 jours. Mais le plus important, c'est que nous pouvions montrer des changements dans le cerveau de rat qui avait l'âge équivalent d'une personne de 90 ans. À l'âge de 900 jours, nous avons découvert des différences importantes et distinctes entre les rats élevés en milieu enrichi et non enrichi. Nous avons découvert que la plasticité du cerveau existait à tout âge, qu'on soit jeune, dans la cinquantaine ou bien très vieux. C'est un message d'espoir. Nous avons des données récentes qui suggèrent que le meilleur reste à venir. Ça a toujours été une blague entre Arnie et moi. Pourquoi poursuivions-nous cette étude? Peut-on dire nos âges? On est un couple de rats de 900 jours. C'est un concept très basique, très simple. Faites-le travailler ou vous le perdrez. Si vous ne le faites pas fonctionner, vous perdrez ces précieuses cellules nerveuses dont est composé notre cerveau. Faire passer ce message aide les gens.
qu'ils aient 5 ans ou près de 100 ans. En 1953, Marian Diamond est la première femme à obtenir un doctorat en anatomie à l'Université de Californie à Berkeley. Plus tard, quand on a commencé à publier mes recherches, à mettre les titres en haut des pages, Kresch a mis son nom et le mien entre parenthèses. Je lui ai dit « David, pourquoi faites-vous cela ?» Et il m'a répondu « Mais je n'ai jamais écrit avec une femme auparavant, je ne savais pas quoi faire. » Je lui ai dit « C'est mon travail. » Il a immédiatement corrigé. C'était mon ami de longue date. Mais nous avions beaucoup de progrès à faire quant à la place des femmes dans ce domaine masculin. Marian a connu d'autres incidents de discrimination au cours de sa carrière. Mais elle n'aimait pas en parler. Au lieu de cela, elle disait « N'apprenez jamais la rancune, parce que vous serez seul à en souffrir. » Hello, Dr. Marian. Hello, Marian. How are you? I am loud. Do you still recognize me? Nous avons travaillé des années sur la façon dont l'environnement affecte le cerveau. Hello to Dr. Marian. Nous avons démontré que le cerveau pouvait changer avec une bonne alimentation, de l'exercice physique, etc. Mais nous n'avions travaillé que sur des cerveaux de rats, et moi je voulais poursuivre sur des cerveaux humains. Je voulais faire des recherches auprès d'enfants vivant dans la plus grande pauvreté. Elle a appelé son programme « Le projet de l'enrichissement en action ». Les moines de monastères local les nourrissaient une fois par jour. Ils vivaient dans la forêt, ils n'avaient pas de maison, ils mendiaient. C'était tragique. Elle a commencé à appliquer sur des humains tout ce qu'elle avait appris sur les rats, à savoir comment modifier leur cerveau grâce à un milieu enrichi. Il s'agissait de sciences appliquées, ce qui était très différent de ce que je faisais auparavant. Je quittais le laboratoire pour le désordre du monde réel. Ce n'était pas de la recherche, le but n'était pas de publier mon étude. Je voulais voir si notre nouvelle compréhension du cerveau pouvait réellement faire une différence dans la vie des gens. Appliquer des connaissances scientifiques à des problèmes pratiques. Voilà ce que je voulais. Nous avons appris de nos expériences qu'il faut nourrir le cerveau avant qu'il puisse faire quelque chose. L'alimentation est donc la priorité. Le programme Enrichissement en action de Marian a existé pendant plus de 10 ans. Elle a levé des fonds et fait de nombreux voyages au Cambodge. Elle a mis en application des principes d'enrichissement tirés des résultats de ses recherches. C'était à la fois scientifique et philanthropique. Vous devriez les voir aujourd'hui, 10 ans plus tard. Now I just finished the exam of the university in year 2, and next month on start year 3. 5 étudiants ont terminé l'université et d'autres suivent le même chemin. Leur vie a radicalement changé. Oui. Et maintenant, nous voulons qu'ils servent d'exemple à la prochaine génération. Et c'est ce qui est en train de se produire. I'm just graduate from high school this month, and even the English before I don't know how to say hello, but now I can read and write. Les sciences. Pour stimuler le cerveau, pour améliorer votre vie. Vous ne savez jamais quand vous aurez une nouvelle idée. Quand j'étais jeune, j'allais m'asseoir en haut des collines
Et je me disais, je ne suis qu'un grain de sable dans ce vaste monde. Qu'est-ce que je veux vraiment? Lorsque j'ai vu mon premier cerveau, je devais avoir 15 ans. Un matin, mon père m'a demandé si je voulais l'accompagner à l'hôpital du comté de Los Angeles, où il devait rendre visite à un patient. On marchait dans le couloir, on passait devant les chambres, et la porte d'une d'entre elles était entrebâillée. Et sur une table dans cette chambre, il y avait un cerveau humain. Le fait de voir ce cerveau, je me suis dit, ces cellules peuvent créer des idées. Cette réflexion sur le cerveau a guidé ma vie. On ne savait pas comment c'était possible, mais ce dont j'étais sûre, c'est que si je devais étudier, je voulais étudier les cerveaux. J'étais éblouie par le fait qu'une cellule puisse créer une idée. Cette réflexion est restée ancrée dans ton esprit depuis? Absolument. C'est encore le cas. Et on ne connaît toujours pas la réponse. Nous ne savons pas quelles questions se poser pour connaître la réponse. Ce cerveau peut faire des choses merveilleuses. La beauté du cerveau, l'art du cerveau, aussi bien que sa science. C'est ce que j'ai aimé et ce que j'aime encore aujourd'hui. Je vais vous lire ma lettre qui explique dans quel état d'esprit j'ai quitté ce milieu. À mes collègues et amis, avant tout, je tiens à exprimer ma gratitude à chacun de vous. J'ai eu le privilège de partager. Mesdames et messieurs, chers amis, on m'a demandé de prendre la parole parce que je connais Marion Diamond depuis 41 ans. J'aimerais continuer de travailler comme auparavant, mais je dois écouter ce que mon anatomie me dit. Merci d'être venu. Je garde un très bon souvenir de chacun de vous. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une professeure indispensable, compétente, qui aime partager avec ses étudiants et transmettre des informations pertinentes, et non d'une professeure lente et confuse, mentalement et physiquement. Vous allez tous me manquer. Avec toute mon affection, Marion. Je ne suis plus la femme que j'étais il y a 20 ans, mais je ne veux pas voir que le côté négatif. Je ne l'ai jamais fait. J'aurais aimé que mon professeur reconnaisse que l'on change et que l'on vieillit. D'une certaine façon, nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être vieux, voire très vieux. L'humanité en général n'a pas connu cela avant. Je trouve Marion très sage de vouloir soigner l'image de la personne qu'elle représentait auprès de ses étudiants. Elle ne représente pas seulement la neuroanatomie et l'anatomie, mais aussi l'amour de ces matières. Et je crois qu'ils emporteront avec eux cet amour. Elle voudrait que l'on se souvienne d'elle comme d'une personne passionnée et qui savait communiquer. Et je suis de tout cœur avec elle. Merci. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne veut pas enseigner au moins une partie de leur vie. J'aime plus que tout parler à des étudiants de tous âges qui veulent apprendre et découvrir le plaisir de comprendre.
Marian a enseigné les sciences à environ 60 000 étudiants. De quoi remplir ce stade. Et c'est sans compter son auditoire sur YouTube, où elle a eu 60 000 élèves en personne au fil de toutes ces années. C'est l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Chaque découverte donnera lieu à de nouvelles découvertes faites par des personnes qui l'auront eu comme professeur et auront appris le plaisir qu'apporte la curiosité. Marian Diamond m'a fait découvrir un sujet qui m'a fascinée au point d'en faire ma carrière et qui me fascinera toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai ma propre boîte à chapeaux et je présente le cerveau de la même façon à mes étudiants. C'est comme si elle était présente dans ma classe. Et c'est la meilleure façon de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle m'a donné, pas seulement à moi, mais aux milliers d'étudiants qui ont assisté à ses cours. Comment ne pas aimer le cerveau?